Quelles sont les évolutions du droit de la filiation en France? Quelles sont les formes de filiation en droit français? Tout d'abord, il est important de noter que les liens de filiation sont des liens familiaux. La filiation légitime s'applique aux enfants nés de couples mariés, c'est-à-dire nés d'un père et d'une mère, unis entre eux par le mariage, ou que l'enfant est conçu pendant le mariage de ses parents. La filiation naturelle s'applique aux enfants de couples non mariés, soit un enfant né de parents qui ne sont pas mariés ensemble. Si les deux parents sont célibataires, l'enfant est considéré comme naturel simple. Si le père et ou la mère sont mariés au moment de la conception de l'enfant, c'est un enfant adultérin. La filiation adoptive est une décision rendue par le tribunal de grande instance. L'adoption simple, elle, ne rompt pas obligatoirement les liens et nécessite moins de conditions, telles l'âge, tandis que l'adoption plénière brise les liens entre l'enfant et sa famille et se fait basée sur des conditions. Par exemple, avoir moins de 15 ans, sauf en cas d'exception. Comment les formes de filiation ont-elles évolué? La loi du 3 janvier 1972 a permis un premier travail d'harmonisation des régimes juridiques des différentes filiations. Le droit de la filiation était devenu un droit illisible. Elle n'assurait ni la sécurité du lien de filiation, ni la stabilité de l'état de l'enfant. L'ordonnance numéro 2005-759 du 4 juillet 2005 a pour ambition de redonner à ce droit une plus grande lisibilité et accessibilité. Les objectifs de la réforme sont: la loi précise maintenant que les enfants sont égaux, quelles que soient les conditions de leur naissance. L'ordonnance vient clarifier et préciser comment remplir les conditions de la possession d'état. Elle fait en sorte qu'un seul régime procédural existe, ce qui simplifie la procédure de filiation, et elle fait en sorte que les actions en contestation soient plus simples et abordables pour tout le monde. Il comprend désormais 4 chapitres. Le premier contient les dispositions générales, le deuxième est consacré à l'établissement non contentieux de la filiation, le troisième contient le régime des actions relatives à la filiation, et le quatrième chapitre règle la question de l'action afin de subsider. L'article 311-25 du Code civil prévoit désormais que l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle. La réforme permet donc d'établir la filiation maternelle quelle que soit la situation conjugale de la mère. La femme mariée n'aura plus à effectuer de reconnaissance. Comment la PMA est-elle encadrée juridiquement en France? La procréation médicalement assistée, aussi appelée PMA, est une loi et une solution médicale élargissant l'accès à l'assistance permettant à un couple de 2 femmes ou à une femme non mariée d'avoir un enfant. La loi numéro 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié la législation sur la PMA en France en ouvrant celle-ci à toutes les femmes, que celles-ci soient hétérosexuelles, homosexuelles ou monoparentales, c'est-à-dire des mères célibataires. Jusqu'à cette loi, la PMA était réservée aux couples hétérosexuels dont l'un des membres était victime d'une infertilité médicalement constatée. Elle était également ouverte aux couples dont l'homme ou la femme présente une maladie grave susceptible d'être transmise à l'enfant. Les enfants nés par PMA de couples de femmes bénéficieront ainsi d'un nouveau mode de filiation. Ainsi, ces couples devront établir devant un notaire une reconnaissance conjointe de l'enfant avant sa naissance. Il convient de noter que les couples de femmes ayant eu recours à une PMA à l'étranger avant la publication de la loi auront un délai de 3 ans pour établir cette reconnaissance conjointe. Néanmoins, la PMA n'est pas la seule pratique médicale qui encadre juridiquement la France. L'encadrement juridique de la GPA, soit la gestation pour autrui. La gestation pour autrui est une méthode de procréation médicalement assistée. Elle consiste à ce qu'une mère porteuse donne l'enfant qu'elle a conçu au couple ayant demandé un enfant dès sa naissance. C'est une méthode utilisée pour les couples homosexuels ou en cas d'infertilité. En 1991, une jurisprudence française interdit la GPA. Le fait qu'une femme s'engage à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance s'oppose notamment au principe de l'indisponibilité du corps humain. C'est-à-dire que le corps ne peut pas faire l'objet d'un contrat ou d'une convention. De plus, l'État refuse la communication. L'article 16.7 dans le Code civil a confirmé cette interdiction le 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, selon lequel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Le 1er janvier 2000, le Code pénal introduit dans son article 227.12 sanctionne d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende les contrevenantes. À cause de cette interdiction, certains
couples vont à l'étranger où la GPA est autorisée, comme les États-Unis, pour concevoir un enfant et qui ensuite reviennent en France. Cependant, cela n'est plus possible car le 24 janvier 2020, pour que l'interdiction de la GPA soit pleinement appliquée, le Sénat a adopté l'article 4 bis qui interdit la transcription complète dans l'état civil français d'un acte de naissance étranger d'un enfant français né d'une GPA qui mentionne un parent d'intention. Quels sont les problèmes posés par l'accouchement sous X? Qu'est-ce que l'accouchement sous X? L'accouchement sous X est un accouchement anonyme qui cède le nouveau-né à l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance. La femme a 2 mois pour changer d'avis, sinon l'enfant est sous la tutelle de l'État. Ce type d'accouchement fait naître plusieurs problèmes. L'enfant risque de ne jamais connaître ses parents biologiques, selon ce que la mère choisit de dévoiler, même s'il le souhaite, tandis que la mère peut se dévoiler quand elle veut. 2 droits vont donc à l'encontre, celui de l'anonymat et connaître son origine.